Bonjour à toutes et tous. À l'occasion des élections européennes du 6 au 9 juin prochain, 720 députés européens seront élus, donc 81 députés français. Avec le CRAJAPO de France, nous réalisons une série de vidéos à cette occasion. Je suis Ondine Chorin, je représente le mouvement associatif et je suis chargée de plaidoyer au sein du mouvement associatif. Le mouvement associatif, c'est une association qui fédère des réseaux associatifs qui sont sectoriels ou territoriaux. Et la mission du mouvement associatif, c'est de promouvoir, défendre le statut d'association loi 1901 en France et également de fédérer les différents acteurs de la vie associative. Donc on travaille sur diverses questions, l'engagement bénévole, l'emploi, le financement associatif, trois petits points. Et du coup, Jérémy Hullier, chargé de plaidoyer pour le CRAJAPO de France, donc une tête de réseau qui regroupe diverses associations qui travaillent sur le champ de l'éducation populaire et de la jeunesse. Voilà, donc nous recevons aujourd'hui Monsieur Louison Bastien, qui est référent des Jeunes avec Macron du département du Nord, et vous représentez aujourd'hui la liste Renaissance de Valérie Hayé. Merci pour votre présence à nos côtés. Merci pour l'invitation. Avec plaisir. Donc, dans l'exercice, on va vous proposer 5 questions qui seront introduites par un petit court contexte. Pour débuter, les enjeux du prochain mandat sont de taille et les organisations associatives et de jeunesse en sont convaincues. Il est plus que jamais nécessaire de revenir au projet historique européen qui a pour ambition de réunir les peuples pour construire la paix. Dans le climat qu'on a actuellement, on voit que c'est de plus en plus nécessaire, et les coopérations au-delà des enjeux nationaux. Il est également urgent de garantir à chacun et chacune de pouvoir vivre dignement et en sécurité dans un environnement sain. Donc la question est la suivante. Comment les institutions européennes peuvent-elles accompagner les crises sanitaires qu'elles peuvent rencontrer, les crises environnementales, économiques ou encore démocratiques? Sur à peu près tous les sujets que vous avez dit, et c'est le fondement de l'Union européenne, c'est que la coopération entre 27 pays, ça renforce les politiques qui sont mises en place. À un seul pays tout seul, on ne peut pas mettre en place, en matière d'écologie notamment, des politiques qui ont une efficacité comme on pourrait le faire au niveau européen, comme on le fait au niveau européen. Et donc d'abord en matière de santé, le meilleur exemple ça a été pendant le Covid. Si on n'avait pas l'Union européenne, on n'aurait pas eu des vaccins aussi rapidement, des vaccins produits sur le sol européen, quand d'autres partis, le Rassemblement national notamment, auraient voulu des vaccins russes qui étaient absolument inefficaces, et au final la Russie, 6 mois après, a commandé des vaccins à l'Union européenne. Donc tout ça pour dire que en matière de santé, il y a aussi l'Agence européenne du médicament qui a ce rôle de coopération et de réponse aux crises, avec aussi l'enjeu de souveraineté. Le Covid, ça a été aussi un exemple là-dessus. Si on ne produit pas sur le sol européen ou français du matériel médical, des médicaments dont on a besoin pour se soigner, eh bien ça va à l'encontre de la souveraineté, on dépend d'autres pays. Et donc nous, ce que nous prônons, et ce qu'Emmanuel Macron prône depuis des années, c'est de remettre en place, réintroduire des usines de médicaments sur le sol européen. Nous l'avons fait. Il y a un exemple très concret, il y a quelques semaines, dans le sud de la France, une usine de Doliprane, de paracétamol a réouverte. C'est la première fois depuis 30 ans que nous en produisons sur le sol français. Et donc nous voulons aller plus loin dans notre programme pour les élections européennes. Il y a cette loi de programmation, de réinstallation d'usines de médicaments sur le sol européen. Et en matière d'écologie, nous l'avons dit, la coopération à 27 est extrêmement importante. Et là-dessus aussi, nous saisissons l'Union européenne pour répondre de ce défi avec le Pacte vert. Le Pacte vert, ça a été mis en place en grande partie grâce à Pascal Canfin, qui est député européen de la délégation Renew et qui a été président dans la dernière mandature de la commission environnement du Parlement européen. Et donc ce pacte vert, c'est la concrétisation en acte des accords de Paris, c'est-à-dire la neutralité carbone en 2050. Et encore une fois, avec un investissement massif au niveau européen, on peut répondre aux enjeux absolument importants comme en matière d'écologie. Et un point de programme là-dessus, nous voulons aller plus loin que le pacte vert en proposant un pacte bleu, c'est-à-dire un grand plan de protection des océans et des mers, en luttant contre les projets d'exploration marine, ou, comme nous le faisons en France, continuer au niveau européen de lutter contre l'utilisation des plastiques très polluants dans les mers. Et enfin, la dernière crise que vous citiez, c'était la crise démocratique. Là, la réponse, elle doit être plus subtile, plus profonde, parce que pour répondre au rejet des institutions, qu'elles soient européennes ou nationales, on doit avoir des résultats. Et donc là-dessus, l'Union européenne doit déjà mettre en place des politiques qui vont au cœur, qui touchent au cœur les Français. Un exemple très concret
d'une politique qui touche, c'est dans le pacte vert l'investissement, la réindustrialisation. À Dunkerque, c'est des usines de batteries électriques qui créent 3000 emplois directs, plusieurs milliers d'autres indirects. Et donc ça a un effet concret qui va rapprocher, j'ai envie de dire, les citoyens européens des institutions, parce qu'il y a des effets concrets, parce que ça crée des emplois, parce que ça répond à la crise écologique. Merci. Justement, dans ce contexte de défiance, de tension envers les institutions et de montée des populismes, les associations et le reste de la société civile organisée jouent un rôle clé et essentiel en Europe, notamment parce qu'elles sont l'émanation directe des citoyens, parce qu'elles sont des espaces démocratiques d'action du quotidien, également parce qu'elles disent le réel et qu'elles permettent d'articuler les différents échelons de la société du plus local au plus global. Et donc plus que jamais, la vie associative, elle a vraiment besoin d'un soutien fort en Europe, et notamment les libertés associatives, elles ont besoin d'être défendues et protégées, car oui, nous on le constate au quotidien, il y a une dégradation progressive des libertés publiques en Europe, et on considère qu'il est du devoir des institutions européennes de permettre à la société civile de s'exprimer librement dans un contexte justement sûr et favorable. Donc j'ai envie de vous demander quelle place pour la société civile en Europe et comment garantir la protection des libertés associatives en Europe. On le voit, la place des associations et plus généralement de la société civile, elle est primordiale. Rien qu'en France, il y a un quart des Français qui sont engagés, en grande partie bénévoles, dans des associations. Et donc on est tous de près ou de loin en lien avec une association, les enfants dans des associations sportives, plus tard dans des associations, dans des assos caritatives. Et donc, plus largement, cette société civile, cette place de la société civile, elle est primordiale parce qu'elle doit faire le lien entre les institutions et les citoyens directement. Et donc, pour soutenir ce milieu associatif et plus largement cette société civile, d'abord, il faut une volonté politique. Moi, je me retrouve quand Emmanuel Macron, en 2017, arrive au pouvoir en disant il faut plus de place à la société civile. Et on veut des élus issus de la société civile. Quand l'Assemblée nationale, elle avait des députés qui étaient les mêmes depuis 20 à 25 ans, qui étaient des spécialistes de la politique, et ben nous, on est arrivé en 2017 en disant on veut des députés issus de la société civile, et on a fait ce renouvellement associatif. Un autre exemple, Jean-Christophe Combe, qui a été ministre des Solidarités, était avant directeur de la Croix-Rouge. Donc voilà, c'est ce lien hyper important de la société civile. Les deux leviers pour protéger cela, c'est d'abord le financement. Et au niveau européen, la grosse partie du financement qui va là-dessus, c'est les fonds FEDER, c'est les fonds de développement. Les fonds FEDER, ça touche à peu près à tout, ça va de la rénovation des écoles, de soutien en transport, et aussi du financement associatif. Et c'est des fonds hyper importants et avec des gros moyens. Rien que sur la période, c'est des fonds qui, comme tous les fonds européens, sont votés sur des périodes de 7 ans. Sur la dernière période complète, 2014-2020, rien que pour le Hauts-de-France, ces fonds FEDER, c'était 875 millions. Et donc, il faut que ces fonds continuent de soutenir la société civile et les milieux associatifs. C'est aussi ce à quoi nous avons travaillé quand nous avons développé le fonds de solidarité, d'inclusion sociale, en le doublant pour atteindre, sur la période actuelle 2021-2027, 250 millions sur le territoire des Hauts-de-France. Et donc, on doit continuer à soutenir les assos, le tissu associatif par les financements et aussi par le rôle même qu'est celui d'un soutien au statut associatif, aux libertés associatives. C'est ces libertés associatives qui sont inscrites dans la Charte européenne des droits fondamentaux, et donc l'Union européenne doit continuer de pouvoir jouer ce rôle de surveillance des libertés dans les États membres. Donc merci pour cette réponse. Donc, dans la continuité un peu de questions précédentes, on va rester un peu sur l'urgence démocratique. Donc, on constate il y a vraiment une urgence démocratique pour construire une participation citoyenne à l'échelle du territoire, du local au supranational, et on peut le ressentir dans les corps intermédiaires comme directement dans les urnes. Et on voit que l'Union européenne peut être et doit être le moteur des débats citoyens et rester connecté au projet collectif. Le projet européen est de plus en plus remis en cause par la montée des populismes, on l'a vu dans différents pays des États membres, nationalistes et d'extrême droite. Et donc, on se doit de s'outiller pour lutter contre ces idées. Et donc, la question qu'on aimerait vous poser, c'est en quoi la connaissance de l'Union européenne et de son fonctionnement
peut-elle représenter un enjeu démocratique? Comment favoriser également l'inclusion des jeunes et des citoyens dans le processus décisionnel de l'UE? C'est un sujet hyper important et on le voit déjà en France. Si la jeunesse aujourd'hui et plus largement les électeurs français ne connaissent pas le fonctionnement des institutions, ne savent pas à quoi sert un député, qu'il soit français ou européen, ne savent pas le rôle de l'Assemblée ou du gouvernement, ça ne peut pas aller, ça ne peut pas répondre à la crise démocratique dont on a aujourd'hui. Et donc il y a une responsabilité collective déjà d'inciter à aller voter et d'expliquer les enjeux européens. Et c'est le cas de ces débats, de cette invitation aujourd'hui de débattre sur de parler des sujets européens. Et il y a aussi cette responsabilité collective de lutter contre la désinformation. Il n'y a rien de pire de donner des fausses informations, encore plus en temps de campagne, et c'est encore malheureusement le cas dans ces élections européennes, et donc voilà, il y a cette responsabilité collective qui est extrêmement importante. Aussi, sur la question de la jeunesse, c'est primordial de rapprocher les jeunes et de montrer en quoi l'Union européenne peut apporter des solutions pour eux. Et je pense qu'il n'y a pas plus bel exemple de l'action de l'Union européenne, notamment auprès des jeunes, plus largement, mais du coup dans ce cas auprès des jeunes, c'est Erasmus. C'est ce programme qui permet à notre génération, à ma génération, de pouvoir voyager pour étudier. Et donc, nous, ce que nous prenons, c'est élargir Erasmus. D'abord, en termes de nombre, nous avons mis en place, nous avons été à l'initiative au niveau européen de la réforme d'Erasmus, qui a pour but d'avoir autant de jeunes qui bénéficient d'Erasmus dans les 15 prochaines années que dans les 38 dernières, les 38 depuis la création d'Erasmus dans les années 80. Et aussi et surtout, c'est élargir Erasmus à une logique... élargir Erasmus à ceux qui aujourd'hui en bénéficient trop peu, que ce soit les ultramarins, les jeunes en situation de handicap ou dans des filières professionnelles. Et donc il faut pouvoir élargir Erasmus à ces personnes-là, surtout les filières professionnelles qui aujourd'hui, quasiment les écoles en filière professionnelle ne peuvent pas bénéficier d'Erasmus, il n'y a aucun projet, aucune université partenaire. Et donc il faut développer cela, aussi développer ce que nous avons mis en place pendant la présidence française de l'Union européenne, c'est les universités européennes. C'est un projet qui regroupe minimum 3 universités dans 3 pays différents de l'Union européenne, financés par des fonds Erasmus, qui permet des échanges, qui permet de la coopération entre toutes les universités. Nous en avons aujourd'hui 60 universités européennes sur le continent. Nous voulons, et c'est dans notre programme, en avoir le double, donc 120 d'ici 2030. Et donc, pour continuer cet effort de l'Union européenne auprès des jeunes, pour aller montrer que l'Union européenne c'est un outil magnifique pour répondre aux préoccupations de la jeunesse. Nous, dans notre programme, nous avons une proposition, même beaucoup même, mais en particulier ce pass culture européen, sur le modèle de celui français. Ça a un double effet. Le premier, c'est de permettre aux jeunes de se cultiver, d'aller acheter des bouquins, que le prix ne soit plus un frein à la culture, et aussi et surtout de soutenir le tissu culturel, qu'il soit associatif ou des professionnels de la culture. Et donc cela, nous devons le mettre en place au niveau européen, nous le montrons, nous le voyons en France, c'est notre bilan. Aujourd'hui, plus personne n'a débat de l'utilité du pass culture, donc nous devons l'élargir au niveau européen, et puis plus largement, d'autres mesures que nous prenons, c'est le pass interrail pour pouvoir se déplacer partout en Europe, c'est une proposition des jeunes avec Macron aussi, c'est un plan, un prêt garanti par la Banque Centrale Européenne pour financer des projets d'entrepreneuriat, etc. C'est des zones d'éducation transfrontalière. Donc voilà, se saisir du sujet européen, et c'est trop peu le cas aujourd'hui, comme d'un levier pour répondre aux attentes de la jeunesse. Merci. Merci beaucoup. Moi, j'aimerais revenir sur le sujet des financements européens, parce que ça représente vraiment une opportunité non négligeable de financement pour les associations, pour créer et développer des actions locales. Et justement, les associations, en particulier les petites et les moyennes associations, elles viennent régulièrement nous voir et elles témoignent de leurs difficultés pour se saisir de ces fonds européens. Et bon, on constate que l'Union européenne doit absolument simplifier l'accès pour ces associations au financement européen. Donc, que proposez-vous pour faciliter cet accès ? D'abord, pour pouvoir donner du budget au tissu associatif, l'Union européenne doit se doter d'un budget assez important. Sur tous les sujets, la question c'est comment on donne de l'argent, en matière d'écologie, en matière de transport, en matière d'associatif. Et donc notre tête de liste, Valérie Hayet, a travaillé au Parlement européen pour développer les ressources propres de l'Union européenne, pour augmenter le budget européen sans augmenter la dotation des États. Aujourd'hui, nous sommes à peu près à un budget européen financé à 80% par des dotations étatiques et à 20% par des ressources propres, en grande partie les droits de douane. Et aujourd'hui, nous voulons développer, ce rapport de Valérie Hayet le montre,
ses ressources propres en taxant les géants du numérique, en faisant payer les acteurs qui ne financent pas, qui ne contribuent pas à leur échelle au budget européen, en augmentant les taxes carbone aux frontières, etc. Et donc en augmentant ce budget européen, ça permettra d'augmenter les fonds, comme nous l'avons dit, le Fonds social européen, le Fonds FEDER, et qui bénéficie évidemment aux associations. Et un autre levier qui permet de flécher plus rapidement des fonds européens aux associations, c'est de mettre en place des projets européens destinés à certains secteurs. J'en ai ici 3 exemples, et pour 2 d'entre eux, c'est des projets qui ont été créés pendant la présidence française de l'Union européenne à l'initiative d'Emmanuel Macron. Le premier, c'est Europe Créative. C'est plusieurs millions qui sont destinés aux acteurs de la culture, et donc, évidemment, à des associations. Il y a aussi Europe Citoyen, et là, ça parle à un tissu qui répond en matière d'égalité, de droits, de valeurs, notamment d'égalité hommes-femmes et toutes les associations qui luttent contre les déterminismes sociaux de genre notamment. Et enfin, c'est Horizon Europe qui permet de financer des projets dans la recherche, notamment des projets issus du tissu associatif. Et donc, c'est des financements en plus, et en plus de ça, vous l'avez dit, il faut lutter contre ce qui freine aujourd'hui l'accès de ces budgets, enfin l'arrivée de ces budgets aux associations. Et un exemple concret de notre bilan là-dessus, c'est une directive européenne qui a été instaurée en 2022 après le sujet qui a été saisi par la délégation Renew. C'est le fait qu'avant 2022, les associations devaient s'ancrer dans un État membre. C'est-à-dire qu'une ONG qui a un tissu d'action partout en Europe, dans plusieurs pays, devait à chaque fois faire les démarches pour être reconnue dans le pays. C'était extrêmement long, c'était un immense frein pour une association qui, ici à Lille, avait aussi des actions en Belgique. Et donc nous avons mis en place ce moyen d'avoir des assos transfrontalières. Nous avons créé le terme association transfrontalière, et aujourd'hui ça bénéficie aux associations qui peuvent aller chercher des budgets beaucoup plus facilement. Et donc, dernière question avant de vous laisser conclure. Donc, un peu sur les valeurs qu'on peut nous défendre dans nos deux organisations respectives. Les organisations associatives et de jeunesse défendent une Europe ouverte sur le monde, riche de cultures différentes qui ne standardisent pas et qui s'opposent à toute forme de rejet de l'autre et encouragent les débats. Permettre de s'affranchir des déterminismes, vous l'avez un peu abordé tout à l'heure, est un préalable pour l'émancipation de toutes et tous. Et donc, dernière question, comment construire une éducation citoyenne pour lutter contre les déterminismes? Et il n'y a pas 4 heures. Déjà, on en a déjà un petit peu parlé, c'est de faire en sorte que des projets qui sont mis en place au niveau européen et qui marchent peuvent bénéficier à tous. Ça a été le cas de la réforme d'Erasmus en ouvrant aux filières professionnelles notamment. Et donc, il faut ouvrir ces projets, il faut faire connaître aussi. Ça passe par aussi la création d'une éducation critique à l'Europe. On sait aujourd'hui, il y a des heures de MC à l'école, au collège ou au lycée. C'est déjà trop peu pour faire comprendre les enjeux des institutions nationales. Il faut pouvoir développer cela, une éducation critique au niveau européen. Ça passe aussi par une éducation critique aux médias. Aujourd'hui, les médias, quand ils parlent de l'Union européenne, c'est très peu. On ne sait jamais trop de quoi ça parle, parce que ça parle tous les 5 ans pendant les élections et très peu entre. Et donc il faut ce regard critique par les médias. On peut aussi passer par l'encouragement à participer à des simulations, en organisation d'une simulation. Nous en avons au niveau national, pourquoi pas au niveau européen. Et puis d'aller chercher et expliquer les enjeux européens et ce que peut faire l'Europe pour les jeunes, là où sont les jeunes, sur les réseaux sociaux. Et donc, tout ce panel fait qu'on doit travailler, et c'est le but, et nous l'avons déjà commencé, nous l'avons dit avec Erasmus, aller chercher les jeunes là où ils sont, aller leur expliquer, et surtout, outre les éléments de communication, faire en sorte que les mesures européennes qui ne bénéficient souvent qu'à trop peu de personnes, puissent bénéficier à tout le monde. Et ça a été le cas d'Erasmus. Et je citerai pour finir, un élément de projet, c'est le lancement de la construction d'écoles et de collèges européens dans toutes les villes européennes de plus de 100 000 habitants. Ça permettrait de créer, il y en a déjà beaucoup des écoles européennes, mais pas systématiquement dans toutes les grosses villes. Ça permettrait de créer un réseau encore plus important d'éducation européenne partout en Europe. Ça permet aussi dans les villes de 100 000 habitants, même si tous les jeunes n'y passeront pas, de créer des partenariats avec les écoles classiques, de permettre des conférences, des simulations comme je l'ai dit. Et donc voilà, ça c'est une proposition qui est la plus ambitieuse
pour l'Europe éducative depuis la création d'Erasmus dans les années 80. Et donc voilà, ça c'est dans le bilan, dans le programme de Valérie Hayé et de la liste Besoin d'Europe, et on espère qu'on pourra le mettre en place avec une grosse délégation après le 9 juin prochain. Merci beaucoup. On arrive à la fin de cette interview et pour finir, on voulait vous proposer 1 minute de parole libre sur les sujets de jeunesse, vie associative, pour nous dire ce que vous avez envie de nous dire. Très bien. Pour faire court, cette élection européenne, c'est la plus importante depuis que l'Union européenne existe. Pourquoi ? Parce que les enjeux sont extrêmement importants en son sein. Nous avons parlé de la jeunesse. Il faut continuer à pouvoir mettre en place des politiques ambitieuses pour la jeunesse. Quand certains partis n'ont que le mot immigration à la bouche, nous prenons une Europe qui agit clairement pour les revendications des Français et dont des jeunes. C'est une Europe qui amène des projets Erasmus, qui amène des écoles européennes. C'est une Europe qui permet de mettre en place des politiques écologiques ambitieuses. La prochaine mandature européenne, ce sera celle de la mise en place du pacte vert, des mesures concrètes en matière d'écologie. Et donc, il faut voter pour des partis qui ont cette ambition européenne au corps. Et elle est extrêmement importante, cette élection européenne, parce qu'aux frontières de l'Union européenne, on le voit, la crise est mondiale, la guerre en Ukraine à 1h30 d'avion d'ici, on ne sait pas qui sera élu président des États-Unis en octobre. Il faut une Europe forte, il faut une France forte dans une Europe puissante. C'est ce que nous portons avec la liste de Valérie Hayé et le programme Besoin d'Europe. Merci beaucoup. Avec plaisir. Merci Louison Bastien. Et pour rappel, vous représentez la liste Besoin d'Europe de Valérie Hayé. Merci. Merci.